simplement là. Hop. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Patientons 5 petites minutes pour les retardataires et nous allons commencer notre cher live. Lassana Koïta. Patientons simplement. Bonsoir à tous. Patientons simplement 4 petites minutes et nous allons commencer notre live, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous tous. On patiente s'il vous plaît 2 petites minutes et nous allons commencer notre live. Merci. Merci à ceux qui nous ont rejoints. Merci. Bonsoir Barouda département. Bonsoir à vous tous. Juste pour, nous allons patienter 2 petites minutes et nous allons commencer notre live. Bonsoir et bienvenue à vous tous. Bonsoir Diane. Bonsoir à vous tous. Dans 2 petites minutes, nous allons commencer notre live. Bonsoir. Dans 1 minute, nous allons commencer déjà notre cher live. Bien. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Bien, dans 1 minute, nous allons déjà commencer notre cher live. Bonsoir et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Bonsoir. Bien. Bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler, notre thème principal, c'est les procédures de demande d'asile en France. N'hésitez pas, parmi vous, si ceux qui ont ils peuvent appeler, ceux qui ont vraiment des retours d'expérience, c'est super important. Et nous, on aime tellement les retours d'expérience. Avant de commencer, bonsoir à ceux qui nous, avant de commencer, on va faire un petit récap sur comment déposer d'abord la demande d'asile. Une demande d'asile, c'est une demande de protection internationale. Prenons le cas de France. En France, premièrement, le demandeur ou la personne doit se diriger vers une structure, c'est une association, mais cette structure, ça s'appelle structure de première d'accueil pour demandeurs d'asile. Elle est gérée simplement par une association. Le rôle de cette association
est de vous prendre un rendez-vous à la préfecture sur 3 ou 10 jours selon l'affluence. Au sein de la préfecture, ça s'appelle guida. Donc c'est le pré-accueil, pré-enregistrement, enregistrement, il y a l'OFRA et parfois la CNDA. Donc il y a d'abord, vous allez vous diriger sur les structures. Les structures, c'est une association, elle va vous prendre des informations, vous recevez une convocation sur 3 ou 15 jours à la préfecture. On fait vraiment juste un petit récap, une petite introduction avant d'entrer dans nos thèmes de sujet qui est les procédures de demande d'asile en France. Lors de les structures, elle doit vous domicilier, elle est chargée de prendre vos courriers et vous aider vraiment à même vos histoires. Elle vous prend un rendez-vous à la préfecture selon 3 ou 10 jours, selon l'affluence. Donc, vous allez à la préfecture. À la préfecture, le service qui vous accueille, ça s'appelle GUDA, G-U-D-A. Donc, c'est guichet unique des demandeurs d'asile. Au sein de ce service, au sein de même ce service, il y a deux parties. Il y a la partie où il y a des agents de préfecture, il y a la partie où il y a des agents de l'OFI. Les agents de préfecture vont prendre vos empreintes, vont prendre vos renseignements et c'est de là qu'ils vont déterminer dans quelle procédure de demande d'asile vous situez. En général, il y a 3 procédures. Vu que la France fait partie de l'Union européenne, il y a 3 procédures. Mais logiquement, officiellement en France, il n'y a que 2 procédures. Nous allons venir dans toutes ces procédures. Comment on peut vous classer dans chaque procédure? C'est juste la détermination de vos fingerprints, de vos empreintes. C'est de cela qu'ils vont voir comment faire pour vous classer dans chaque procédure. Une fois au sein de... On fait un petit récap avant d'entrer. Une fois au sein de ça, si vous terminez avec les agents de préfecture, ils vont voir si vous dépendez de quelle procédure de demande d'asile. C'est ça même le thème de notre live aujourd'hui. Si la France doit étudier votre demande d'asile, ça signifie que si la France est responsable de votre demande d'asile, l'agent de la préfecture va vous donner une attestation de demandeur d'asile avec des durées on va tout entrer dedans avec des durées prédéfinies et un dossier, cher dossier qui est très important, ça s'appelle souvent dossier OFRA ou formulaire OFRA. Elle est tellement rose. Dans ce formulaire, il y a 2 parties. Il y a la partie de vos renseignements et il y a la partie du motif de votre demande, vos craintes. Ça aussi, ce formulaire, si vous ne connaissez pas comment le remplir, c'est au sein de la SPADA que quand vous retournez, ils vont vous aider à le remplir et à envoyer sous 21 jours. La date que vous avez pris ce formulaire, vous avez 21 jours à l'envoyer à l'OFRA. O-F-P-R-A. L'OFRA se trouve où? L'OFRA se trouve dans la région parisienne. Souvent, c'est à Fontenay-sous-Bois. Donc, vous allez envoyer ça avec accusé de réception. Maintenant, tout est dématérialisé. Même les demandeurs d'asile, ils ont déjà leur espace numérique. Ils peuvent suivre tout ça. C'est pas ça. Les agents de l'OFI vont déterminer. Eux, ils vont voir vos vulnérabilités pour vous mettre entre guillemets, c'est des CMA, conditions matérielles d'accueil, l'allocation et l'hébergement. Une fois tout terminé dans ça, vous retournez encore à l'ESPADA, on va vous démouciller, ils vont vous faire tous vos courriers et c'est là, la procédure reprend. Et l'OFRA va vous convoquer, tout ça on va voir, l'OFRA va vous convoquer à un entretien confidentiel, mais vous avez des droits. Même en tant que demandeur d'asile, vous avez tous vos droits. Une fois si c'est nickel, vous obtenez nos chers 2 statuts reconnus, soit le statut de réfugié ou la protection subsidiaire. Si ce n'est pas nickel, votre entretien, sachez que l'entretien est confidentiel, avec sonore, tout enregistré. Tout, mais on va tout entrer dans les fonds et les détails aujourd'hui, on va tout décortiquer un par un. Donc tout ça, si l'entretien est négatif, le directeur de l'OFRA, il n'a pas cru à votre histoire, il y a les fonds et des formes juridiques, ça ne sort pas, on rejette votre demande. La demande est rejetée, vous n'êtes pas sans recours, vous pouvez faire des recours au niveau de CNDA. Donc c'est des juges et des magistrats qui vont statuer maintenant sur ça. La CNDA peut accepter la décision du directeur de l'OFRA, donc vous êtes débouté de demande d'asile, ça signifie que tout est fini. l'OQTF et tout. Ou soit la CNDA peut rejeter la demande du directeur de l'OFRA, là, la CNDA peut vous attrouver soit de la protection subsidiaire ou le statut de réfugié. On a fait un tout petit récap. On va faire aujourd'hui notre thème. Vraiment, merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre et vraiment vous êtes autant nombreux.
Vraiment merci et merci pour tout. Notre thème principal aujourd'hui, c'est les procédures de demande d'asile en France. Donc, qu'est-ce que je raconte? Avant d'entrer vraiment dans des fins fonds du sujet, je vais juste vous raconter 4 petites histoires. J'en ai fait un monsieur, on appelle X. Monsieur X, lui, dans son pays d'origine, il est quoi? Il a été emprisonné, torturé et à plusieurs reprises. Pourquoi il a torturé? Parce que ce monsieur X était un opposant politique. Vous savez, monsieur X, dans son pays d'origine, a été torturé, emprisonné, mais pas une seule fois, à plusieurs reprises. Parce que monsieur X est un opposant politique dans son pays d'origine. Dans son pays, il y a une dictature, on l'a emprisonné. Premièrement, c'est son opinion politique. C'est l'opinion politique. Monsieur Y, lui, Monsieur Y, excusez-moi le terme, lui, il est homosexuel, il est gay, il est tout, mais il a été interrogé plusieurs fois, violenté. Pourquoi? À cause de son homosexualité. Monsieur X, opposant politique. Monsieur Y, je vous raconte vraiment pour que vous sachiez, Monsieur Y, homosexuel, ça signifie ce groupe, appartenance à un groupe social. X, opinion politique. Y, appartenance à un groupe social. Monsieur Y, c'est un gay. Il appartient à un groupe social de LGBTQ+. C'est l'ensemble qui regroupe tous les trucs des homosexuels. C'est ça cet ensemble. Ça s'appelle LGBTQ+. Tout. Lesbienne, bi, nanani. Merci pour tout. Monsieur X, merci vraiment pour vos cadeaux. Avant vraiment d'entrer dans notre sujet, je veux vraiment vous décortiquer pour que vous compreniez vraiment d'où j'arrive, vraiment d'où, avant qu'on parle de nos procédures. Donc, on a parlé de l'opinion politique, on a parlé de l'appartenance à un groupe social. Ici, j'ai pris l'exemple d'un gay, d'un monsieur X, dans son pays d'origine, il a été violenté, torturé, frappé. Pourquoi? Parce que monsieur, il est gay. Excusez-moi, mais je dois prendre ça d'abord pour vous mettre vraiment dans le bain du sujet. Pour vraiment que vous compreniez. Il y a monsieur X, Y, il y a madame Z. Madame Z a fui la guerre en Syrie. Elle est syrienne, elle a fui la guerre en Syrie. La guerre, personne ne demande la guerre. La guerre, c'est une violence à l'aveugle. Vous comprenez? Personne ne demande la guerre. Monsieur X, on a parlé opinion politique. Monsieur Y, appartenance d'un groupe social parce qu'il est gay. Dans son pays d'origine, on n'accepte pas. On les torture, on les violente. Merci pour tout. Et Madame Z, elle a fui la guerre en Syrie. La guerre matin, midi, soir. Ou bien, je vous donne un exemple, Madame Y, elle a fui la guerre au Soudan. Maintenant, presque 2 années et demie, il y a la guerre vraie au Soudan. La guerre, c'est violence à l'aveugle. Tous les trois n'ont pas demandé ce truc. Madame M, elle est ressortissante d'un pays, je ne vais pas appeler des noms de pays, mais d'un pays tiers. Elle risque d'être excisée parce que son coutume demande qu'on l'excise. Pourquoi? Ils disent que madame, arrivée à un moment donné, à l'âge de la puberté, quand elle serait pubère, sa coutume la prétend que madame va devenir, entre guillemets, excusez-moi les termes, elle va devenir, entre guillemets, femme de rue. Ça, c'est la coutume. Dans l'esprit des gens là, dans l'esprit de ces coutumiers, excusez-moi vraiment des termes, je ne vais pas employer de gros mots ici dans ce live. Donc, dans l'esprit de certains gens, de ces coutumes, madame, on doit l'exciser. Pourquoi? Parce que quand elle va arriver à l'âge adulte, quand elle va devenir pubère, madame, on va lui couper grandes lèvres, petites lèvres, excusez-moi vraiment le terme, donc ils vont l'exciser. Sans son consentement, sans tout, merci pour tout, sans son consentement et tout. Ça, c'est la coutume de madame. Un madame à une dame, donc c'est vrai, dans son pays d'origine, c'est vrai. C'est quoi la coutume? Donc c'est ethnique. On a vu 4 choses. Monsieur X est un opposant politique, opinion politique. Monsieur Y
il a été violenté parce qu'il est gay, appartenance à un groupe social. Madame Z, elle a fui la guerre en Syrie, excusez-moi, en Syrie, ça signifie violence à l'aveugle. Et en plus, Madame M risque d'être excisée. Excision d'être excisée. Excision, ça relève d'un coutume, donc c'est l'ethnie. Ça relève d'un coutume, donc c'est l'ethnie. Vous voyez d'où j'en viens. D'où j'en viens. Toutes ces personnes, s'ils fuient, ils fuient des persécutions. Ils n'ont pas demandé et où ils risquent de subir ces persécutions. Arriver en France, nous, notre cas, on prend l'exemple de France. Il y a beaucoup de pays, mais on prend un autre exemple en France parce qu'on est en France. Elles doivent demander l'asile. Elles doivent demander l'asile. Demander l'asile, ça signifie demander une protection internationale. La demande d'asile, c'est une demande de protection internationale. Ça veut dire que mon pays d'origine nationale, ça veut dire que mon pays d'origine, le pays d'origine de monsieur X, monsieur Y, madame Z, madame M ne peut pas les protéger. Donc ils viennent ici pour que le pays d'accueil les protège. Donc, ils vont obtenir des statuts internationaux. Donc, entre guillemets, ces statuts les protègent. Elles les protègent de toutes les persécutions qui risquent de subir ou bien qui doivent subir dans leur pays. Mais ces persécutions doivent être fondées. Et il faut que ce soit vrai. Ce n'est pas des histoires imaginaires. C'est ça que vous devez vraiment comprendre. Pourquoi j'ai listé 4 ou 5? Parce que ces pays européens-là et la France, entre guillemets, si on reste, ils se sont regroupés quelque part, à Genève, partout, en 1951. Ils ont pris certaines conditions. Tac, tac, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Quand il y a problème de race, ethnie, opinion politique, nanani, nanana, nanana, on les donne un statut de réfugié. Quand par exemple, non, la personne a peur, on doit la torturer, on la violente, on fait comme ça. Cela, certes, elle subit aussi des persécutions, mais cela ne relève pas de ces 5 critères. On la protège quand même, mais on obtient protection subsidiaire. Merci à tous qui viennent de nous rejoindre. Et leur pays ne peut pas les protéger. On est bien? Bien, ça c'est juste une petite introduction vraiment pour entrer dans le fin fond du sujet. Donc il faut savoir que c'est une protection qui est internationale. On est bon? Bien. Nos thèmes aujourd'hui, merci, vous êtes autant nombreux. Donc, nous sommes parlé des procédures de demande d'asile. Je vous ai dit en général, il y en a 3 procédures. Vu que la France fait partie de l'Union européenne, il y en a 3. Mais officiellement et officieusement, si la France est responsable de ces pays, il y en a 2. Merci pour tout. Merci. Il y en a 2 en France. Si ça signifie que votre demande relève de la France, que la France qui doit étudier, il n'y en a que 2. On va tout voir. Mais comment d'abord les agents de la préfecture, comment l'administration française, la préfecture au niveau de Gouda, le service qui va faire, elle détermine pourquoi, je vous ai dit, c'est par rapport à vos fingerprints. C'est lors de convocation au sein du Gouda, quand le demandeur d'asile se présente avec sa convocation devant l'agent de la préfecture prend la convocation, regarde les noms, enregistre les noms, prénoms. Monsieur, vous appelez tant, tant, tant. Merci pour tout. Monsieur, vous appelez tant. Nom de votre père, famille, tout. S'il vous plaît, posez vos empreintes, vos mains gauches, vos mains droites. Posez le pouce, l'index, tout. De cela, l'agent de préfecture doit regarder dans une base de données où il y a tout. C'est une base de données européenne. C'est une base de données européenne qui enregistre tous les empreintes. Cette base de données, on va revenir, elle s'appelle Eurodac. On va tout parler. Donc, c'est cette base de données qui doit regarder dans quelle procédure vous y êtes. Depuis là, je parle que des procédures, mais je n'ai même pas parlé de leur nom. Il y en a 3. Procédure normale,
procédure accélérée, procédure Dublin. N'hésitez pas, hein, tous ces lives-là, on a fait même beaucoup de vidéos sur nos sites YouTube, sur YouTube. N'hésitez pas. Donc, il y en a 3 procédures. Normal, accéléré, Dublin. Merci pour tout. On va tout entrer. Dans quel cas, on prend le normal d'abord. Procédure normale. Il y a beaucoup d'étapes. Pourquoi? Qu'est-ce que la procédure normale? D'abord, en général, entre guillemets, la procédure normale, si on me place en procédure normale ou accélérée, cela veut dire que c'est la France qui étudie ma demande d'asile. Ça signifie qu'en vrai français, c'est la France qui est responsable de votre demande d'asile. Si on vous place en procédure normale ou accélérée, si vous obtenez, merci pour tout, une attestation de demande d'asile écrite procédure normale ou procédure accélérée, ça veut dire que vous êtes dans une demande d'asile française. En général, qu'est-ce que la procédure normale? Entre guillemets, c'est juste une procédure classique de demande d'asile. Par quoi? Mais c'est les agents qui vont vous placer, mais c'est par l'OFPRA toujours. Donc c'est ça, et il y a des délais. On dit normal, ça signifie que le délai est long. Accéléré, comme le mot indique, accéléré, on accélère. On va tout entrer dans les délais. Vous dire les mois, les jours, les dates. Mais tous ces mois-là, c'est des mois et des jours, des dates, c'est des lois. Mais en pratique, sur le terrain, c'est pas ça. La demande d'asile peut prendre 3 ans, 4 ans. Mais il y a des textes, il y a des lois. Parce qu'il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de trucs, mais il y a des textes de loi, il y a des dates, mais parfois, vous devez suivre dans votre espace numérique là, tout le cheminement. Si votre demande est reçue, vous allez recevoir lettre d'introduction. Il y a tout. Si elle tarde, l'OPRA tarde à vous convoquer, on va vous envoyer un courrier. Il y a tout. Entre guillemets, la loi dit que si une personne, vraiment, elle est placée en procédure normale, comme je vous ai dit, le délai est long, on doit bien étudier. Les agents là, les officiers de protection vont bien étudier. Et en plus, il y a des garanties, quoi. Il y a des garanties de procédure. Et c'est trop bien. Et juste encore, ça c'est une petite parenthèse que je dois prendre vraiment avant d'entrer. C'est une petite parenthèse que je dois prendre à nos frères ou sœurs qui sont en procédure de demande d'asile. Sans vous mentir. Ça, c'est juste un petit conseil à nos frères qui sont vraiment, ou ceux qui sont dans les lives, ou ceux qui sont vraiment, ou ceux qui sont dans les lives, ou ceux qui sont vraiment en demande d'asile. Le seul et l'unique conseil, soyez cohérents. Après, je vais venir, on va tout dire de conseil. Votre histoire écrite, les motifs de votre demande, là, si vous faites vraiment écrit, il ne faut pas aller acheter des histoires. Il y en a beaucoup qui font. Les motifs là, c'est cette histoire que vous allez l'amplifier, la dire correctement là, parce que c'est sonore. Tout est sonore. Et l'agent de protection, la personne qui est devant vous là, je vous dis la vérité, merci pour tout. L'agent, ce n'est pas un policier, les agents de protection, la personne qui travaille au sein de l'OPRA, croyez-moi, si par exemple vous venez de Guinée, de Mali, de Soudan, la personne qui est devant vous là, entre guillemets, merci pour tout. Elle n'est pas ressortissante de ce pays, de votre pays, mais elle connaît mieux votre pays que vous. Ça, je vous dis la vérité. La personne la connaît mieux votre pays que vous. Parce qu'ils font des missions foraines. C'est des géopoliticiens. Ils ont étudié ça. Ils connaissent tous ces trucs. Et avant même que vous venez pointer 6 mois, 7 mois, 8 mois avant convocation de l'entretien, ils ont étudié de haut en large votre histoire. Même si l'ISPADA vous a écrit en 2 phrases, je demande l'asile parce que j'ai envie d'être violé, en 1-2 phrases, ils vont décortiquer votre histoire là, de A à Z. Ça, je vous dis la vérité. Et lors de l'entretien, on va tout rentrer. Vous devez la préparer et tout. Parce que c'est des entretiens que parfois ça dure même 3 heures. Nous, on a vu même des entretiens de 2h45 minutes. Bien, merci de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, on parle de les procédures de demande d'asile. Il y en a 3 procédures. Normale, accélérée, Dublin. On parlait de normale. Procédure normale, pourquoi on a dit c'est une procédure classique de demande d'asile. Si
on me place en procédure normale ou accélérée, cela veut dire que c'est la France qui est responsable de ma demande d'asile. Cela veut dire que ma demande d'asile doit être instruite par la France, en vrai français. Donc c'est la France qui étudie ma demande d'asile. Si je suis normal, on a pris le cas de normal, c'est une procédure classique qui donne un délai de traitement trop long par l'OFRA. Donc, si vous déposez, au fait, vous déposez votre demande, entre les 21 jours, vous déposez, vous envoyez par courrier, et l'OFRA vous répond avec une lettre d'introduction dans votre espace numérique. Dès la réception de votre lettre d'introduction, la loi dit que l'OFRA a 6 mois pour vous répondre, pour statuer en vrai français, statuer sur votre demande, de vous convoquer à l'entretien et tout, et statuer. Et en cas de prolongation, l'OFRA vous informe toujours. Bien, on va entrer dans les étapes de la procédure normale. Première étape, on a beaucoup parlé, toujours prise de rendez-vous. Ça se passe au niveau de l'ISPADA. L'ISPADA, on a dit, c'est la petite structure de premier accueil pour demandeurs d'asile. C'est elle d'abord, première étape. Vous allez obtenir des rendez-vous au niveau de GUIDA. GUIDA, on a parlé aussi de ça. C'est le guichet unique, GUDA, guichet unique pour demandeurs d'asile. On a parlé, merci pour tout, on a parlé de ça. Deuxième étape, c'est lors de rendez-vous au sein de la préfecture, dans les bureaux de GUIDA. Vous allez prendre vos empreintes. On va entrer aussi, pourquoi on m'a classé dans... Au fait, la loi française dit que, par exemple, une personne qui vient en France, au fait, ça c'est la loi, une personne qui arrive premièrement en France, à 90 jours, vous avez 3 mois pour demander l'asile. Si vous entrez sur le sol français, vous entrez par terre, par air, par mer, par sol, vous entrez, je n'ai pas dit que vous entrez par l'espace Schengen, vous entrez en France. Entrer l'espace Schengen, c'est autre chose. On va revenir. Une personne qui entre par Italie, par Espagne, c'est autre chose. Mais vous entrez en France. Par terre, par mer, par air. Directement en France. Vous avez mis vos pieds en France. La loi dit, merci, vous êtes autant nombreux. Vous avez 3 mois, 90 jours pour demander l'asile. Si vous respectez ce délai, on vous placera directement en procédure normale. Je vous ai dit, la procédure normale, c'est une procédure classique de demande d'asile. Comme son nom l'indique, normal, c'est normal. Pour caricaturer un peu. J'ai dit, si une personne vient directement en France, elle n'est pas passée par autre pays, ça on va tout venir. Là, c'est ça. C'est une fois au sein de GUIDA, lors de votre rendez-vous au sein de GUIDA. GUIDA, c'est le service dans la préfecture où il y a les agents de l'OFI et les agents de préfecture. C'est là que vos empreintes digitales doivent être prises, où elles doivent être relevées par les agents de la préfecture pour déterminer merci pour tout, quelle procédure vous y êtes. C'est l'agent de la préfecture qui doit vérifier. Il vérifie. Si vous prenez vos empreintes là, il y a un logiciel. Il y a des logiciels qui regroupent tous les empreintes européennes. Tout. Ce logiciel s'appelle Eurodac. Eurodac. Donc c'est ça. Et on doit voir, est-ce qu'il regarde, est-ce qu'il y a un autre pays européen ou pas. Merci pour tout. Donc, une fois que ils ont regardé, l'agent a regardé, vous n'êtes pas d'un autre pays, c'est ça, vous recevez votre chère attestation de demande d'asile en procédure normale. Et elle est valable 10 mois renouvelable. Cette attestation valable 10 mois renouvelable. Par contre, celle en procédure accélérée, merci pour tout, 6 mois renouvelable. Tant que vous êtes toujours en procédure, vous devez la renouveler. On a fait plusieurs vidéos sur notre YouTube, tous réfugiés de demande d'asile. Hein. Ça, c'est vraiment, on a fait plusieurs, allez-y regarder aussi. Il y a des vidéos courtes, il y a tout. C'est ça, je vous dis. Et quand vous êtes en procédure normale, vous avez droit à l'ADA, des allocations de demandeurs d'asile. L'ADA, c'est juste l'argent et l'hébergement. Pour ça, c'est au sein de GUIDA encore, mais c'est des agents de l'OFI qui vont vous poser des questions pour voir. On a parlé de l'hébergement. Et pas n'importe quel type d'hébergement. Les demandeurs d'asile, ils ont des hébergements spécifiques. Leur hébergement s'appelle UDA ou CADA.
hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile. CADA, c'est Centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Mais malheureusement, je vous dis, malheureusement, il y a des milliers et des milliers de demandeurs d'asile qui dorment sous les ponts à Marseille. Ça, je vous dis malheureusement. Merci pour tout. La théorie, c'est autre chose. La pratique, ce qui se passe dans le terrain, c'est autre chose. La réalité, c'est autre chose. Là, je vous dis la vérité. Merci pour tout. Le dépôt de demande maintenant de demande d'asile. Vous avez, quand vous recevez ce jour, vous recevez par exemple, je vous donne un exemple. J'ai reçu le 1er mai. Le 1er mai, mon attestation de demande d'asile, procédure normale. J'ai reçu le 1er mai. J'ai 21 jours à ce jour. Ça signifie que le 22 mai, maximum le 21 mai, dernier délai, ma demande doit être reçue par l'OPRA, avec accusé de réception par l'OPRA. Je dois remplir le dossier, mais ce dossier, vous devez le remplir soigneusement et respecter tout. Il y a une partie nom, prénom, date d'entrée, date de naissance, tout, parce que ce dossier est très important. Les pays que vous avez traversés, tout, le dossier, vraiment, il est très important. Et les motifs de votre demande, c'est ça votre histoire. En 2-3 pages, il y a les dernières pages, il y a les motifs de votre histoire. Si vous ne voulez pas, vous pouvez vraiment taper vos vraies histoires, même en feuille vierge, ou bien vous tapez, vous collez derrière, vous mettez derrière. Et ce formulaire que vous devez envoyer à l'OFRA, vous devez mettre votre lettre qui explique vraiment les raisons de votre demande d'asile, vos craintes. Des photocopies, 2 photos ou des documents d'identité. Les photos, souvent les photos, ça se fait au fait au niveau de l'ISPADA. Les agents de l'ISPADA vous prennent en photo en général. Encore, je dis, le récit est très important. Là où les motifs, c'est très important. Prenez soigneusement et sérieusement. Parfois, je tape pas sur les gens, mais certains ISPADA, ils écrivent en 2-3 lignes ou 4-5 phrases, mais c'est pas ça. Parce que l'entretien, ça se base sur votre récit. Le récit est très important. Et c'est la première version. Ce n'est pas ce récit qui détermine. C'est l'oral, c'est l'entretien. Ils vont se baser, merci pour tout, ils vont se baser sur ces récits pour vous poser d'énormes questions. Et c'est l'oral. Et votre oral, parfois, c'est enregistré. Il y a des micros là-bas, c'est enregistré. Tout ce que vous dites, c'est enregistré. Nous allons venir aussi voir dans tous vos droits. L'heure de convocation. Convocation, une fois que l'ISPADA, non, c'est l'OPRA, a reçu le dossier, vous l'avez envoyé par la poste, ou bien parfois l'ISPADA a envoyé votre dossier par la poste. Vous recevez l'accusé de réception, vous devez recevoir la lettre d'introduction, ça signifie que votre demande d'asile est introduite. La loi dit que dès ce jour, l'OPRA a 6 mois pour vous convoquer à un entretien. Ça, c'est la loi. Si elle tarde les 6 mois à venir, vous devez recevoir un courrier pour dire qu'il y a beaucoup de traitements de dossiers, ils sont lents, il y a beaucoup de choses, non, ils vont tout vous dire. Et lors de l'entretien, souvent les entretiens c'est 9h ou souvent c'est 14h. Lors de l'entretien, c'est que des adultes qui vont là-bas, il n'y a pas des enfants. Vous avez droit à un interprète. Si vous ne parlez pas le français, vous avez droit à un ou une interprète. Lors de l'entretien, sachez que l'entretien est enregistré. Devant l'ordinateur, il y a un petit microphone, il y a tout est enregistré. Parce que c'est enregistré en vocal, tout ce que vous dites là c'est enregistré, et elle est transcrite, c'est ce que vous dites que l'agent elle tape sur l'ordinateur pour qu'après on va vous imprimer tous vos trucs s'il y a un refus, s'il y a un rejet, si on rejette votre demande. Et lors de l'entretien, merci pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Lors de l'entretien, vous pouvez être accompagné par une personne d'une association accréditée par l'OPRA. Il y a des associations reconnues par l'OPRA et une personne qui vous accompagne peut-être dans une association. Je prends un exemple. À Paris, en Île-de-France, une association qui s'appelle Qualia. Elle est enregistrée dans la base de données de l'OPRA. Donc, si vous êtes suivi par exemple par cette association,
Un membre peut vous accompagner. Mais sachez que même un membre d'une association peut vous accompagner. Elle peut rester à côté de vous, mais elle n'a pas droit à parler. C'est vous, c'est votre dossier. En fait, le membre, c'est juste pour l'influence. Pour voir est-ce que on vous menace, on vous dit des conneries, ou c'est juste ça. Mais rien, c'est juste pour faire de l'influence. Vous pouvez aussi être accompagné par votre avocat. Mais l'avocat ne parle pas. Il va rester simplement, au fait, juste pour que tout se passe bien entre guillemets. Mais c'est vous qu'on vous questionne. Mais l'entretien, vous devez la préparer soigneusement. Si vous êtes suivi par des assos, nous aussi, chez Tous Réfugiés, nous on fait des suivis. Mais sincèrement, vous devez... On vous posera toutes les questions sur votre identité, sur votre parcours, tout, même les motifs, tout. L'entretien dépend. Elle peut prendre 45 minutes, 30 minutes, 1 heure, 1h45, 2 heures. Il y a des entretiens de 3 heures. Ça existe. C'est selon votre récit, selon le fond et la forme. Et c'est durant cet entretien, merci beaucoup, et c'est durant cet entretien que c'est l'occasion propice même pour le demandeur de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. Et vous devez vraiment approfondir si vous avez des preuves, parce que l'histoire écrite là, certes ils vont se baser sur ça, mais c'est l'oral, c'est ça qui est important. Les raisons de votre crainte là, c'est ça qui est tellement important. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est en train de parler de la procédure normale. On décortique tout encore. Il y a 3 procédures en France. Maintenant, c'est normal. Après l'entretien, le PRA doit prendre une décision. Après l'entretien. Une protection en France, il y en a 3, mais officiellement, il n'y a que 2. Le statut de réfugié et la protection subsidiaire. Certes, l'apatridie aussi, c'est une forme de protection, mais il n'y a que 2. Après votre entretien, vous devez recevoir un courrier. Soit une décision favorable, soit une décision de rejet. Décision favorable, ok. Et selon le forme juridique, le fond et la forme, c'est la direction, le directeur de l'OFRA qui va décider. Comme je vous ai dit, soit c'est lié aux 5 critères qui définissent les statuts d'un réfugié de la Convention de Genève, ou soit défini par la protection subsidiaire. Protection subsidiaire aussi, on a parlé plusieurs fois des tortures, des violences à l'aveugle, on en a parlé plus, risques et menaces de mort, on en a parlé plusieurs fois. Donc c'est ça. Ou soit c'est un cas de rejet. Soit on rejette votre demande. Même si on rejette votre demande, vous n'êtes pas sans recours. Si on rejette votre demande, la date où vous recevez, de la date vous recevez votre courrier de rejet, je vous donne un exemple. J'ai reçu mon courrier de rejet le 1er mai. J'ai jusqu'à le 29 mai pour initier un recours. Donc si j'obtiens un rejet de l'OPRA, de ma demande, j'ai 1 mois, soit 30 jours pour faire un recours. Faire un recours, ça signifie amener simplement l'OPRA au tribunal. Mais le tribunal des demandeurs d'asile, ce n'est pas un tribunal administratif, c'est CNDA, Cour nationale de droit d'asile. C'est juste là où il y a des juges et des magistrats qui doivent déterminer. Si vous êtes en procédure normale, il y a 3 juges devant vous. Procédure accélérée, il n'y a qu'un seul juge unique, c'est un magistrat. On va tous entrer encore dans ça. Et lors de votre recours, si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez solliciter AJ, qui est l'aide juridictionnelle. Mais je vous ai dit, si vous trouvez un rejet le 1er mai, vous avez jusqu'à le 30 mai, ça signifie que 29 mai, pour faire un recours. Durant 1 mois, vous pouvez trouver soit un avocat. Mais l'aide juridictionnelle, c'est du 1er mai, vous avez jusqu'au 14 ou 15 jours pour que vous demandez soit l'aide juridictionnelle, l'aide, l'argent gratuit, l'avocat soit commis d'office et tout. Si vous avez votre propre avocat, faites-le. L'aide juridictionnelle, c'est juste l'argent pour la justice, des honoraires, l'argent pour les honoraires de vos frais honoraires. Et comme je dis, le recours, ça se passe au niveau de la CNDA.
le tribunal des demandeurs d'asile, entre guillemets, ça s'appelle la CNDA. Cour nationale pour droit d'asile. Elle se trouve un peu à Montreuil, mais maintenant avec les réformes, les lois, là, il y a presque 10 cours nationales en France maintenant. Il y a presque partout. Presque 10 dans 10 grandes villes. Maintenant, ils sont en train de faire plusieurs réformes, donc ils veulent délocaliser même des CNDA au sein des préfectures. Parce que c'est trop loin pour certaines qui sont vraiment au fin fond de France, là, c'est ça. La personne qui est à l'est pour monter jusqu'à Montreuil, la personne en est, donc c'est eu ça. Encore quelque chose. Lorsqu'il y a, merci, vous êtes autant nombreux, ça fait vraiment plaisir même de venir avec des très bels sujets. Vous êtes vraiment nombreux aujourd'hui. Lors du recours, sachez que si vous initiez le recours, si vous initiez vraiment, parce que quand on vous rejette, vous avez l'OQTF. Quand sincèrement on rejette votre demande d'asile, vous avez l'OQTF. Immédiatement derrière, on vous rejette, vous avez l'OQTF. L'OQTF, on en a parlé, obligation de quitter le territoire français. Ça signifie que, en forme familière, que les gens disent souvent, c'est quitte. Donc ça signifie que vous devez quitter soit volontairement. On en a parlé plusieurs fois. Il y a deux types de, on en a parlé plusieurs fois. Il y a deux types d'OQTF, de 48 heures, 2 jours, ou soit l'OQTF de 30 jours. On en a parlé plusieurs fois. Donc, si vous initiez un recours, le recours, quand vous êtes en plein recours, tant que les juges, là, merci pour tout, les juges du CNDA, vous n'avez pas reçu la convocation pour l'audience, vous n'avez rien, tout ça, ça s'arrête, c'est suspens. On ne peut pas vous venir prendre par force pour vous mettre dans l'avion, pour vous jeter, pour partir. Non. Cela veut dire que quand le recours est suspensif, ça signifie que le recours suspend l'exécution de l'éloignement. Ça signifie que durant votre recours, vous êtes protégé. Vous pouvez faire la photocopie de recours, photocopie de tout, vous pouvez marcher avec. Quand on vous contrôle, montrez. Je suis un demandeur d'asile, je suis en recours, je suis nanani. Non, montrez tout. Si vous avez une décision de l'aide juridictionnelle, faites des photocopies, montrez. Je suis en plein recours. Voilà le bureau de l'aide juridictionnelle de mon CNDA. Je suis nanani, non. J'attends le délai pour qu'on me convoque. C'est comme ça. Faites donc toutes des photocopies. Et comme je dis, vous avez droit aussi à un avocat commis d'office. Un avocat commis d'office, c'est un avocat que vous demandez à l'ESPADA ou c'est l'État qui vous donne seulement cet avocat. Et lors du recours, comme je dis, si vous êtes en procédure normale, vous avez 3 juges devant vous. Procédure accélérée, il y a un seul juge. Mais il y a beaucoup de réformes qui se font, mais la politique c'est autre chose, je vous ai dit. La CNDA, lors de recours, si tout est bien passé, la CNDA peut annuler la décision et gain de cause. Soit vous obtenez le statut de réfugié, la CNDA peut vous attribuer, CNDA c'est Cour nationale pour droit d'asile, elle peut vous attribuer le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, ça c'est la décision de la CNDA, ou en plus, la CNDA peut confirmer le rejet du directeur de demandeur de l'OPRA. La CNDA peut confirmer le rejet initial du directeur de l'OPRA. En ce moment, si on vous confirme cela, en vrai français soutenu de droit, on veut dire le demandeur d'asile est débouté du droit d'asile. Ça signifie que vous avez l'OQTF, tout est terminé déjà. Votre processus de demande d'asile est terminé. C'est ça le vrai terme. Vous êtes débouté du droit d'asile, le processus est terminé. Si vous êtes dans un centre d'hébergement, UDA ou CADA, comme on a dit, vous avez, la loi dit que vous avez 1 mois, merci pour tout, pour sortir de ce centre d'hébergement. Vous n'êtes pas dans un foyer d'urgence. Vous êtes dans un centre d'hébergement. On vous suit avec des assistances sociales et tout. Avec des travailleurs sociaux et tout. Vous avez des travailleurs sociaux et tout. Vous avez 1 mois à la date de ce rejet de CNDA pour sortir. Vous devez quitter le logement. Quand on fait tout ça, on vous bloque dans tout. Tout est terminé. La carte ADA va plus fonctionner, la carte de paiement va plus fonctionner, tout. C'est ça, on vous dit, vous êtes débouté de droit d'asile.
Alors, je vais vous parler encore vos droits et garanties, procédure normale. Vous avez des droits. Tout comme la procédure accélérée, vous avez des droits. L'enregistrement audio là, vous pouvez aussi lors de recours demander à votre avocat ou personne pour récupérer, pour voir, parce qu'elle est vraiment utile aussi si vous faites des recours. J'avais dit que le recours est suspensif. Suspensif, ça signifie qu'elle arrête, on ne peut pas vous renvoyer par force. Le seul conseil qu'une personne ait en procédure normale, le premier pilier, faut le dossier Oprah, c'est le dossier principal, faut le remplir vraiment. C'est pas n'importe quel dossier à s'amuser. Bien remplir ce dossier, très bien. Bien raconter son histoire. Parcours, demande, tout. Les craintes, nanani, les persécutions, tout. Et en cas de retour, qu'est-ce qu'il y en a? Il y a tout. Vraiment, vous faites vraiment un très bon récit. C'est pas n'importe quel type de récit. L'entretien Oprah doit se préparer. Vraiment doit se préparer. Et avant d'y aller, vous devez relire votre histoire. Vous devez le connaître par tête, par cœur et par tout, vous devez connaître. C'est pas aller le réciter là-bas, mais vous devez le connaître vraiment. Parce que vous devez anticiper certaines questions. Dans vos dossiers, ils connaissent vos dates de naissance, vos pays. L'agent, vous allez raconter une histoire, vous allez dire, moi je suis ressortissant de tel pays, de telle ville. Est-ce que cette ville, vraiment, vous la connaissez? Dites-nous le chef de village, chef de ville. Non, vous ne connaissez pas, dites vous êtes ressortissant de cette ville. Comment s'appelle le maire de... Ils peuvent vous dire de tout et de rien. Mais ça, c'est juste des exemples. Comme M. X, qui est un opposant politique, ils peuvent lui donner. Est-ce qu'il y a des journaux qui ont parlé de vous? Est-ce que vous avez des cartes de membres? Ça, c'est juste un exemple. Pourquoi? Parce que certaines, vous devez conserver des justificatifs, des preuves, il y a tout. Je viens de Soudan, par exemple, la guerre de temps à temps, les gens connaissent telle date, il y a des guerres en Soudan, il y en a, c'est écrit, il y a partout. Parfois des lettres de menaces, tout. Par exemple, excusez-moi du terme, monsieur Y qui est, à propos de son homosexualité, qui est violenté, qui est torturé, qui est parlé à l'introduction de ce live, s'il a vraiment des lettres intimes, des trucs de son... Il peut joindre à ces dossiers. Certes, mais malheureusement, c'est ça. Il a vraiment des lettres, des trucs, peut le joindre. Mais parfois, en fait, même il ne peut pas joindre certaines, par exemple, il y a des clubs, en fait. Il y a des clubs, merci beaucoup. Il y a des clubs, il y a des trucs, il y en a tout. Il peut joindre. En plus, ça, c'est ce que tout le monde refuse. Qu'on soit demandeur d'asile, qu'on soit en cours de régularisation. Aujourd'hui, je suis tellement fier, il y a autant de monde. Qu'on a de papier, on n'a pas de papier, qu'on soit quoi que ce soit. Sans vous mentir, soyez accompagnés. Accompagner, c'est important. Moi, je ne vous oriente pas d'aller trouver des avocats qu'on vous arnaque ou quoi que ce soit. Il y a des avocats, je vous dis, humains, sociaux et sociables. Il y a des vrais avocats. Mais il y a des associations de défense de droits des étrangers. Et parfois, dans ces associations, il y a des avocats qui se proposent bénévoles gratuitement. Comme chez tous réfugiés aussi. On a plusieurs avocats qui viennent chez nous tous les lundis de midi à 14h. On a plusieurs avocats. On a même un cabinet d'avocats, Maître Flora Gilbert. Il y a plusieurs. Donc, soyez accompagnés. L'accompagnement est primordial. Moi qui suis devant vous aujourd'hui, devant ce live, j'ai été accompagné. Et maintenant même, merci pour tout. Je suis accompagné. Et toujours, l'accompagnement est primordial. Même avant de venir poster sur caméra, vidéo, il y a un accompagnement derrière, il y a des trucs derrière avant de venir
proposer ça aussi. Les thèmes là, on ne les prend pas comme ça. Tout ça. Donc, je vais résumer un peu notre chère procédure normale. Cette procédure donne juste beaucoup de temps, des garanties. Juste pour que vous constituiez des bons dossiers, tout. De toute manière, cette procédure est exigeante. La demande d'asile est toujours exigeante. Ça nécessite de temps et de preuves. Et il faut être cohérent. La cohérence dans le récit, c'est tellement important. Comme j'avais dit, quand on me place en procédure normale ou accélérée, cela veut dire que c'est la France qui est responsable de ma demande d'asile. Cela veut dire que c'est la France qui étudie ma demande d'asile. Cela veut dire que ma demande d'asile relève de la France. Parallèlement à la procédure normale, il y a aussi la procédure accélérée. Un peu similaire. La procédure normale, je vous ai dit, une attestation de demandeur d'asile de 10 mois. Par contre, la procédure accélérée, une attestation de demande d'asile de 6 mois. Par rapport aux droits d'un demandeur d'asile, c'est les mêmes droits. Pourquoi procédure accélérée? C'est juste pour dire que là-bas, c'est une procédure classique. J'avais dit que la loi, ça c'est la loi qui dit, en France, peu importe, si vous venez en France directement, vous ne venez pas par un autre pays européen, mais en France directement, la loi dit que vous avez 3 mois, 90 jours pour demander l'asile. Ça, c'est les textes de loi. Si vous respectez ce délai, on vous met en procédure normale directement. Doucement, on va revenir. Même les gens en Dublin, qu'on les bascule en normal, on va tout revenir sur ça. Ça, c'est la loi qui dit. En procédure accélérée, ça signifie que, comme ce mot indique accéléré, c'est pour un traitement rapide. Vous avez vu, 10 mois de l'autre côté, 6 mois de ce côté. Mais ça, c'est la théorie. Mais en pratique, tout est pareil. C'est trop long la demande d'asile. Et là-bas, on dit le délai d'instruction, c'est 6 mois maximum. Et 6 mois maximum, 15 jours, désolé, 15 jours pour que l'OPRA vous réponde quand elle reçoit votre courrier. Et l'autre, c'est 6 mois, mais c'est pareil. Lors de réception de votre demande d'asile, l'OPRA a 15 jours pour vous interviewer, l'entretien et tout. Et l'autre, c'est 6 mois, mais c'est pareil. Bien. Comme j'ai dit, regardez, la loi dit quoi? La loi dit, quand j'entre en France directement, pas passer par un autre pays, en France directement, j'ai 3 mois pour demander l'asile. Là, on vous place en procédure normale de France, procédure classique. Si vous ne respectez pas les 3 mois, ma demande d'asile, imaginons, je suis en France, je suis venu vraiment par l'air, par la mer, mais je ne suis pas par un autre pays européen. J'ai fait 4 mois ou 5 mois, je demande l'asile. Ils connaissent. Ou bien je suis venu par un visa court séjour de France directement, des trucs comme ça. On place en procédure accélérée. Pourquoi ma demande est placée en procédure accélérée? Soit, lors de Buda, de prise d'emprunt, j'ai refusé aussi de donner mon empreinte. Si tu refuses de donner ton empreinte, on te place en procédure accélérée. Parce qu'il y a beaucoup de cas, dans quel cas on vous place en procédure accélérée. Ou encore, j'ai donné des fausses informations sur mon identité, sur mes coordonnées. On place en procédure accélérée. Comme je vous ai dit, si vous refusez vos fingerprints, vos empreintes, on vous classe en procédure accélérée. Ou encore, ça, il y a sur notre plan, il y a au sein de l'OPRA, il y a la liste de, souvent c'est 12 ou 16 pays. Je viens d'un pays qui est listé, s'appelle pays sûr. Ces pays-là, entre guillemets, c'est des pays qui respectent la démocratie. Je vous donne un exemple, la Géorgie, l'Albanie. Si je viens, il y a sur le site officiel, merci pour tout, sur le site officiel de l'OPRA, il y a la liste des pays sûrs qui est mise à jour chaque année. Ce n'est pas les mêmes pays, chaque année, mais le noyau y est. Si je relève de ces pays-là, par exemple, je suis un Albanais, je viens demander l'asile, non, je vous dis la vérité, directement, lors de là-bas, on vous place en procédure accélérée. Entre guillemets, c'est l'État français qui considère, entre guillemets, ces pays comme pays sûrs. Ça signifie que ces pays respectent la démocratie.
n'y a pas de guerre, il n'y a pas de dictature, il n'y a pas de coup d'État, il n'y a pas de violence à la vie, entre guillemets. Et sachez que ces pays est mis à jour chaque année. La liste y est. Les 6-7 noyaux de pays y sont, mais souvent c'est 16 pays ou bien 12 pays. Ça change souvent. Ou bien vous donnez des fausses informations ou des informations incomplètes pour induire les autorités en erreur. On vous place en procédure accélérée. Je vous ai dit procédure accélérée, attestation de demande d'asile 6 mois. Là-bas, c'est 10 mois. Merci vraiment pour tout. Procédure accélérée, une fois que l'OPRA reçoit le dossier OPRA, ils disent que c'est la loi qui dit qu'elle a 15 jours pour vous convoquer à l'entretien. Pourtant, en procédure normale, la loi dit qu'elle a 6 mois pour vous convoquer à l'entretien. Ça, c'est les lois. Mais en général, en pratique, ce qui se fait pratiquement, c'est pas ça. Ou bien, lors de l'entretien au sein de Guida, l'agent de l'OFI vous pose des questions, entre guillemets, vous êtes en Île-de-France. Vous êtes en Île-de-France, vous êtes à Paris. L'agent de l'OFI, excusez-moi le terme, merci pour tout, de l'OFI, vous fait comme ça, j'ai dit, écoutez, vous êtes à Paris, on a trouvé un appartement dans le 93, on a trouvé un appartement dans le 94, on a trouvé un appartement un peu loin comme ça. Vous êtes à Paris, l'agent vous dit, on a trouvé un appartement à Clermont-Ferrand, à 45 minutes de Paris, à 50 minutes de Paris. Et vous refusez. Si vous refusez, on demande d'hébergement, mais il faut donner des motifs. Ah, ma femme est enceinte, on a des suivis hôpitaux, vous refusez, on demande d'hébergement, on vous placera obligatoirement aussi en procédure accélérée. Parce que dans ces procédures, entre guillemets, malheureusement, vous n'avez pas de choix.